Merci Sonia pour cette introduction. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je vais commencer par partager mon écran, donc je vais appuyer sur quelques transparents, bien entendu. Oui, il y a un replay, je pense également, Sonia, que tu partageras les slides. Après coup, il y avait un message dans les commentaires pour avoir accès aux slides. Oui, je vous partagerai les deux sessions, les deux présentations. Comme ça, vous aurez tout. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Ouais, c'est très bon. bien. Oui. Oui. Ok, donc bienvenue pour cette deuxième édition donc, de cet atelier transition, maintenant on dit, sur le bilan carbone. Après une première introduction, voilà, il n'y a pas un niveau débutant et un niveau expert, c'est deux ateliers vraiment complémentaires. Voilà, donc bon, je ne vais pas me représenter, je m'étais présenté la première fois, vous aurez le détail éventuellement dans les slides. Je suis juste en un mot le cabinet fondateur d'un cabinet conseil qui s'appelle Covivence, et donc qui est conseil RSE et transition écologique. Voilà l'agenda de notre de l'heure qui suit. Donc, d'ailleurs, ça c'était plutôt l'agenda, excusez-moi, du premier lunch transition. Donc voilà, on avait abordé les sujets de fondamentaux climat avec quelques notions importantes. Le bilan carbone, le périmètre, ce qu'on appelle les scopes communément, le cadre réglementaire. Et enfin, on avait également parlé de la notion de neutralité carbone planétaire et de ce que les entreprises pouvaient faire pour y contribuer. Donc là, dans cette session-là, on va revenir un peu plus dans le détail donc dans le bilan carbone, dans la méthode elle-même, hein, le déroulé de la méthode. Je vais dire deux mots du GHG protocole, qui est le pendant, disons, international du bilan carbone. Le bilan carbone étant plus franco-français, voire francophone, enfin je dirais au Maroc par exemple, dans un certain nombre de pays d'Afrique, ils utilisent aussi le bilan carbone. On fera un petit jeu. Voilà, vous essayerez de deviner quelle est l'entreprise qui se cache derrière un bilan carbone. Et puis après, on parlera de ce que les entreprises peuvent ou doivent faire après le bilan carbone, notamment pour mettre en place un plan de transition qui soit ambitieux et crédible, crédible notamment par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Et puis on conclura avec quelques petits tips à faire et à ne pas faire dans sa transition bas carbone. Donc voilà, on revient sur le bilan carbone. J'avais évoqué l'ensemble des gaz à effet de serre. J'étais pas donc le méthane, enfin le CO2 le premier, le méthane CH4, le protoxyde d'azote et puis les gaz fluorés. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que tous ces gaz à effet de serre n'ont pas le même impact. Ils ont à la fois une durée de vie dans l'atmosphère qui n'est pas la même. La durée de vie, par exemple, du CO2 est de l'ordre de 100 années. Le méthane, c'est une quinzaine d'années, donc de durée de vie dans l'atmosphère. Et ils ont également des pouvoirs réchauffants qui sont très variables. Voilà, vous avez les chiffres sur le petit diagramme. Le méthane a à la fois une durée de vie très courte, 15 ans, et un pouvoir réchauffant de 30 fois celui du CO2. Pour repréciser où on trouve, enfin, quelles sont les activités humaines qui émettent ces différents gaz à effet de serre, le CO2, il est principalement émis par la combustion d'énergie fossile ou de bois, la déforestation typiquement. Le méthane, on va le retrouver dans l'élevage de ruminants plus particulièrement. On va également le retrouver dans des productions agricoles en anaérobie, c'est-à-dire sans air. Je pense typiquement à la rizière. Les rizières libèrent du méthane. En ce qui concerne le protoxyde d'azote, on va le retrouver dans les intrants azotés en agriculture, donc tout ce qui est engrais notamment. Voilà, avec, comme on voit, un pouvoir réchauffant qui est extrêmement important. Et enfin, les gaz fluorés, on va les trouver soit dans les gaz de climatiseurs, soit dans l'industrie également, étant donné qu'on utilise pas mal de ce type de gaz dans l'industrie. J'ai évoqué le pouvoir réchauffant, un autre aspect, enfin, et puis la durée de vie. Un autre aspect important, c'est la quantité, bien entendu, de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Le CO2, ça représente les 3/4 des gaz dans l'atmosphère, 75%. On va retrouver le méthane autour d'une quinzaine de pourcents, le protoxyde d'azote, une dizaine de pourcents, et puis les quelques pourcents qui restent, c'est les gaz fluorés. Donc, heureusement que les gaz fluorés, c'est quelques pourcents à peine, compte tenu de leur pouvoir de réchauffement, par exemple. Et donc, voilà, dans le bilan carbone, pour pouvoir comparer tous ces gaz, ou tout au moins les impacts CO2 de ces gaz, on va tous les rapporter à une unité qui s'appelle le CO2 équivalent. Le bilan carbone, donc, c'est 5 étapes. Pour les représenter brièvement, donc voilà, le choix du porteur du projet, les objectifs du bilan, voilà, c'est le cadrage, la réunion de lancement. La deuxième étape, donc ça va être juste après cette réunion de lancement, donc la définition du périmètre de calcul, voilà, sur quelle base on va calculer ce bilan carbone, et puis la cartographie des flux, permettant de s'assurer que l'on n'oublie pas de grands flux d'activité donc au sein de l'organisation. On rentre à ce moment-là dans une étape qui est la collecte des données, donc qui va durer de 2 à 4 mois en fonction de la difficulté à collecter les données donc au sein de l'organisation. Et avec ces données, on va pouvoir calculer les émissions, les interpréter, et notamment quels sont les postes d'émissions les plus significatifs ou les plus importants. Une fois qu'on aura fini cette dimension mesure des émissions de gaz à effet de serre, on va pouvoir co-construire un plan de transition. L'approche en co-construction est extrêmement importante parce que, bien entendu, l'objectif de ce plan de transition, qui est la finalité d'un bilan carbone, est de pouvoir être mis en œuvre. Donc, il faut bien entendu que celui-ci soit compatible avec la stratégie de l'entreprise, avec les investissements nécessités donc, par le déploiement de ce plan de transition, etc. Et on va finir donc ce bilan carbone, enfin ce projet, avec la synthèse et la restitution finale, aussi bien de la dimension mesure des émissions que de la dimension, enfin que du plan de transition. Vous avez quelques ressources là-dessous, notamment les bonnes questions à se poser pour faire un bilan carbone utile. Et puis vous trouverez, si vous cherchez un cabinet conseil, vous trouverez ça notamment sur le site de l'APCC. L'APCC, c'est l'Association des professionnels conseil climat-environnement. Alors, première étape, donc c'est le cadrage du projet. Donc voilà, on va s'intéresser notamment au périmètre organisationnel. Est-ce qu'on va s'appuyer sur du contrôle opérationnel, du contrôle financier, la part de capital? Ça peut varier, bien entendu, suivant l'organisation de toutes les entreprises. Et puis, aujourd'hui, le bilan carbone ou le BGS réglementaire, c'est la prise en compte de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes. Alors, quand je dis l'ensemble, le BGS réglementaire impose de s'intéresser aux 80% des émissions globales donc, sur les 3 scopes. Nous, c'est le cas aussi de beaucoup de cabinets conseils de la PCC. On monte jusqu'à 90 ou 95%. L'objectif, c'est d'avoir la vue sur les émissions de gaz à effet de serre la plus exhaustive possible, étant donné que c'est là qu'on va identifier les leviers d'action pour réduire les émissions. Le périmètre de l'analyse, donc, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre. Je vous avais présenté un petit peu les différents scopes. Donc, il y a ce qui concerne les émissions directes liées à l'énergie et les émissions indirectes liées à l'énergie, typiquement l'électricité. Donc, ça, c'est ce qui constitue les 2 premiers scopes, le scope 1 et 2. Et ça, bien entendu, pour chacun des sites de l'entreprise. Et dans ce qu'on appelle le scope 3, c'est juste pour mémoire, on va retrouver tout ce qui est déplacement domicile-travail, déplacement des visiteurs, tout ce qui est achat de biens et de services. On s'intéresse bien entendu aux activités dans toute la supply chain, dans toute la chaîne de valeur plutôt de l'entreprise, tout ce qui peut se traiter. On va s'intéresser aux émissions du fret entrant. On va s'intéresser également aux émissions liées à l'amortissement donc des équipements de l'entreprise, aussi bien le bâtiment que l'informatique ou les véhicules. On va s'intéresser bien entendu aussi aux déplacements professionnels entre différents sites ou autres, ou pour aller voir des clients. On va s'intéresser enfin à la collecte et traitement des déchets produits par l'organisation, le fret aval, et enfin l'utilisation des produits et leur fin de vie.
Donc, voilà, c'est l'ensemble des émissions de toutes ces activités-là qui sont comptabilisées dans le bilan carbone. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi comptabiliser, par exemple, la fabrication des produits par des fournisseurs? Ben, c'est pas compliqué. On prend en compte toutes les activités qui sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Donc, typiquement, une entreprise, imaginons un constructeur automobile, s'il ne prenait pas en compte les émissions liées à la fabrication du pare-brise de l'automobile, ça ne pourrait pas le faire. De la même façon, voilà, les produits qu'il met sur le marché, eh bien, ils sont utilisés. Donc, l'automobile en question, elle va consommer de l'essence qui va émettre des gaz à effet de serre. Et puis, en fin de vie, également, cette voiture, il va falloir la recycler. Et ça aussi, ce sont des activités qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelait le scope 3. Et donc, dans ce périmètre, voilà, il y a également la période d'analyse. En règle générale, on fait ça sur une année calendaire, mais si par exemple on fait le bilan carbone d'un événement, la période d'analyse sera celle liée à la durée de l'événement, sa préparation et bien entendu sa clôture. Et puis le périmètre géographique, on peut le faire sur la France, on peut le faire sur, si c'est une entreprise internationale, sur l'ensemble du périmètre mondial de l'entreprise. Donc voilà, c'est un récapitulatif des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte. C'est juste, ils sont classés par poste et vous avez le détail de chacun des postes. Donc, dans le scope 1, les émissions directes de gaz à effet de serre liées à l'énergie, les indirectes liées à l'énergie, les émissions indirectes liées au transport, ça fait partie du scope 3, les émissions indirectes associées aux produits achetés et les émissions indirectes associées aux produits vendus. Quand on rentre dans l'étape 3, la collecte, l'exploitation des données, eh bien, on conseille, on indique à nos clients où aller chercher ces informations. Donc voilà, on partage ce type de document ou un tableur qui restitue ce type de document. Si on s'intéresse par exemple à la collecte des données d'activité sur la vapeur et le froid, qui est la deuxième ligne de ce tableau, eh bien, on va trouver ce type d'informations auprès du service comptable, en relevant des compteurs, ou bien auprès du service gestionnaire des bâtiments. On va trouver ça notamment donc, dans les suivis de consommation ou des factures et les difficultés potentielles à laquelle on risque de se heurter. Ça va être les difficultés qui sont mentionnées au-dessus. Donc, post-énergie, probablement celui qui pose le moins de problèmes pour obtenir les données. En scope 3, on pourra avoir plus de difficultés à collecter des données. Donc, ça, c'est plutôt difficulté côté collecte des données. Il y a également les difficultés par rapport aux facteurs d'émission. Si vous vous souvenez bien, mais je vais vous le redire là juste après, le calcul des émissions de gaz à effet de serre, c'est un paramètre d'activité que l'on multiplie par un facteur d'émission de gaz à effet de serre pour l'activité en question. Et donc, il y a des procédés pour lesquels on a du mal à trouver des facteurs d'émission. Un élément important, c'est réaliser un bilan carbone fiable. Donc là, on va retrouver l'ensemble des étapes liées à la mesure donc des émissions de gaz à effet de serre donc voilà, vous avez là les points d'attention et le type de risque auquel on peut être confronté, notamment en termes de qualité des données. Autre élément important, ça fait partie bien entendu des obligations de la méthode, c'est de réduire l'incertitude autant que possible, d'aller le plus proche possible donc d'un bilan carbone où l'incertitude est relativement faible. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux données primaires d'activité. Si je reprends l'exemple de notre automobile, voilà, on va s'intéresser au litre de carburant consommé par notre automobile. Et ça, c'est une donnée primaire d'activité.
si je m'intéresse, si j'ai uniquement la facture d'essence à la pompe, c'est ce qu'on appelle une donnée extrapolée, voire une donnée approchée. Donc l'incertitude sera bien entendu beaucoup plus importante, étant donné qu'au travers de ma facture d'achat d'essence à la pompe, je ne sais pas forcément si c'est du gazole, si c'est du sans-plomb et combien de litres ont été mis dans la voiture et donc consommés par la voiture en question. Donc, il est vraiment, enfin, on ne peut pas s'appuyer sur des données bancaires, on ne peut pas s'appuyer dans la mesure du possible sur des données comptables. On va remonter, c'est vraiment ça l'objectif, le plus proche possible des données primaires d'activité. Une fois qu'on a, voilà, on va, ne serait-ce que pour faciliter un deuxième bilan carbone, voilà, on va partager un document qui va recenser l'ensemble des énergies, enfin l'ensemble des données plutôt qui ont été collectées et les hypothèses que l'on a pu prendre associées à chacune de ces données, et ça dans chacun des postes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce type de document, bien entendu, facilitera le fait de faire un deuxième bilan carbone un an ou quelques années après. La quatrième étape, et c'est vraiment ça l'objectif du bilan carbone, c'est de mettre en place un plan de transition. Voilà, mais savoir où sont les émissions est nécessaire pour savoir ensuite comment agir. Donc, voilà, dans ce plan de transition, donc le bilan carbone, ce n'est pas uniquement un reporting des émissions, c'est avant tout un plan de transition. Donc, on va à minima mettre dans ce plan de transition les actions et moyens à mettre en œuvre donc, pour pouvoir dérouler ce plan de transition et le volume global des réductions de gaz à effet de serre attendues donc, par chacune des actions de ce plan de transition. On va également faire le bilan par rapport au bilan carbone précédent. Et typiquement, si dans le plan de transition du bilan carbone précédent, il y a un certain nombre d'actions qui n'ont pas été mises en œuvre, il faut expliquer pourquoi ces actions-là n'ont pas été mises en œuvre, les causes et justifications de non-mise en œuvre. Donc, ce plan de transition, la façon dont on va le restituer, c'est avec un tableau de ce type-là. Donc, pour chacune des actions identifiées, on va dire si c'est une action de pilotage opérationnel ou qui fait appel à des ressources externes à l'entreprise. On va évaluer le potentiel de réduction donc, par rapport au poste donné. On va évaluer le potentiel de réduction en absolu en matière de gaz à effet de serre. Et puis, voilà, on va également caractériser en fonction du travail qui a été fait en atelier, donc par rapport à chacun des postes ou à chacune des actions plutôt proposées. J'ai dû remonter, excusez-moi. Voilà, et pour chacune des actions, on va voilà, faire pour chacune des actions, les restituer un peu avec ce format-là, donc l'intitulé de l'action, les sous-étapes de l'action, les personnes en charge de la mise en œuvre de l'action en question, les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines ou financières, et puis les indicateurs de suivi et les objectifs à atteindre. Voilà, on a parlé du bilan carbone lui-même et de la méthode. Quelques mots sur le GHG protocole. Donc, la méthode n'est pas en 5 étapes, elle est en 4 étapes. Je ne vais pas m'étendre, je vous laisserai revenir dessus au travers des slides si vous voulez explorer ceci, ne serait-ce que pour des raisons de temps, de timing dans notre atelier. Ce qu'il faut noter, c'est les différences entre le GHG protocole et le bilan carbone. Voilà, en ce qui concerne le tableur carbone, la méthode carbone, donc le tableur carbone que l'on va utiliser pour récapituler l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'il y a plusieurs sorties et donc on peut présenter les données en question au format GHG protocole, donc ce qui est bien utile. Voilà, je vous propose de passer à ce petit jeu, donc d'essayer de deviner ce qui se cache derrière ce bilan carbone. Je vous invite à mettre éventuellement les réponses dans le chat. Donc, voilà, je vais vous présenter le bilan carbone de 5 entreprises. Il y a un commerce de gros en électronique, enfin de matériel électronique, un acteur de la presse quotidienne,
un musée pour la mémoire des soldats canadiens, en l'occurrence de la Seconde Guerre mondiale, un établissement d'enseignement supérieur, non, ce n'est pas l'ESSEC, mais ce n'est pas très grave, et un opérateur mobile. Donc, voici le premier de ces bilans carbone. Je vais afficher de mon côté les réponses pour voir un petit peu ce que donc, essayez de suggérer vos réponses. On a déjà quelques réponses dans le chat. On parle de musée apparemment. Il y a enseignement supérieur également. Alors, d'accord. Mais musée l'emporte. Musée l'emporte. En effet, c'est bien notre musée pour la mémoire des soldats canadiens donc de la Seconde Guerre mondiale, ce qui peut voilà, faciliter la caractérisation de cette entreprise, c'est le fait que 80% des émissions sont liées au transport de visiteurs et de clients. Typiquement, les enfants ou les petits-enfants de soldats canadiens qui viennent se recueillir sur le mémorial, ils prennent pour cela l'avion. Voilà, deuxième entreprise. Je vous remets les 4 entreprises qui restent en haut à droite. Et en gras, les postes importants. Je ne sais pas ce qui ressort, Sonia. Commerce de gros, électronique, distribution. Mais ce qui ressort le plus, c'est commerce de gros. La presse aussi. Une proposition de presse. Eh bien, c'est en effet la presse. Le métier de la presse, pour mémoire, voilà, c'est d'imprimer des journaux, de les distribuer. Ils ont besoin pour ça de beaucoup d'achats de produits ou de services, le papier typiquement, l'encre et autres. On prend en compte dans le bilan carbone la fin de vie des produits vendus, bien entendu. Donc, ces journaux, ils finissent souvent à la poubelle. Les invendus, ils sont détruits aussi. Et puis, bien entendu, tout l'aspect de distribution, donc c'est le transport de marchandises amont et aval. Amont, donc s'approvisionner avec ses matières premières, papier, encre et autres, voire machines d'impression. Et puis, aval, c'est la distribution. Alors, le prochain. Je ne sais pas ce qui remonte, Sonia. Enseignement. Eh bien, en effet, c'est Grenoble École de Management. Donc, tout ce qui est transport de visiteurs et de clients, c'est les élèves, les étudiants, pour être plus précis. Achat d'un certain nombre de fournitures, bien entendu. Et puis, les déplacements professionnels, c'est typiquement les enseignants qui peuvent venir de l'autre bout du monde. La faculté, mais comme à l'ESSEC, est plutôt internationalisée. Donc, d'où le fait qu'il y ait pas mal de déplacements professionnels voilà, pour des intervenants qui peuvent venir sur un cours et qui viennent des États-Unis, par exemple, ou d'Asie. Et puis un peu d'immobilisation de biens. Voilà, n'oublions pas qu'il y a des locaux, pas mal de locaux. Et donc, ceux-ci doivent être comptés sous forme d'immobilisation, donc des missions liées à ces immobilisations. L'avant-dernier. Là, c'est commerce de gros pour l'instant qui ressort. Électronique, opérateur, distribution, opérateur. Eh bien, c'est notre opérateur. C'est notre opérateur. Alors, c'est un opérateur virtuel, Prixtel en l'occurrence. Il distribue des téléphones, entre autres. Donc, voilà, ils font de l'achat-revente de matériel téléphonique. Ils vont comptabiliser, bien entendu, dans ces téléphones commercialisés, l'utilisation de ces matériels. Un MVNO, c'est beaucoup d'électricité pour faire fonctionner le réseau de leurs fournisseurs. En l'occurrence, Prixtel, je ne sais pas s'ils sont sur SFR ou sur Orange, mais bien entendu, ils prennent en compte les consommations électriques liées
à la transmission des appels entre les différents équipements du réseau et les équipements terminaux. Et le dernier, mais ça va être un peu plus facile, c'est donc en effet notre commerce de gros en électronique. Donc on est un commerce de gros, on a des équipements voilà, électroniques plutôt lourds, chers, complexes à fabriquer. Donc les 3/4, c'est de l'achat de produits ou de services. Un quart, ça va être l'utilisation de ces produits vendus. Et puis bien entendu, leur fin de vie aussi, étant donné que tout équipement a une fin de vie. Dans le cas présent, c'est un acteur qui s'appelle Itensia et qui distribue aussi bien en Europe qu'en Afrique. Parlons maintenant donc, de ce qu'on peut faire après le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est vraiment une première étape. On en tire donc un plan de transition, de réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre, mais pas forcément une garantie que ce plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre est aligné sur l'objectif de l'accord de Paris. Donc, pour ça, il y a plein d'autres choses que l'on peut faire derrière le bilan carbone pour véritablement, notamment, mettre en place un plan de transition ambitieux, communiquer, valoriser, disons, nos actions. Donc là, il y a un petit listing, mais je vais rentrer rapidement dans chacun d'entre eux. Voilà, Quantigest, c'est une méthode de l'ADEME qui permet de quantifier le potentiel de réduction de chacune des actions donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le SBTI donc, permet de se donner une trajectoire donc de réduction de ces émissions basée sur la science, donc sous-entendu en cohérence avec l'objectif de l'accord de Paris. Bien entendu, il n'y a pas deux entreprises dans deux secteurs différents qui auront la même trajectoire. Il est peut-être plus facile, mais en partant de plus bas, de réduire les émissions d'une entreprise dans le domaine du tertiaire que de réduire les émissions d'un acteur de l'industrie lourde, par exemple. Donc, en fait, ces trajectoires, elles sont par secteur en fonction du secteur dans lequel évolue l'entreprise. La démarche ACT, qui est co-développée par l'ADEME et par le CDP, elle permet, une fois qu'on s'est fixé la trajectoire, eh bien, de mettre en place en face de cette trajectoire, par contre, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soit ambitieux et qui permette véritablement d'évoluer rapidement vers un modèle d'affaires décarboné. Et enfin, valorisation des actions de transition. À partir du moment où vous faites des efforts, il est intéressant de pouvoir les mettre en avant et ça peut être tout à fait légitime, à condition, bien entendu, que ce soit des efforts réels et que ce ne soit pas du greenwashing. Quantigest, voilà, donc comment on va faire pour évaluer le potentiel de réduction d'une action de réduction? Eh ben, on va faire la différence entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de l'action, donc ce potentiel, moins ce qu'aurait été l'évolution sans mettre en place l'action. Donc, voilà, c'est une méthode qui s'appelle Quantigest. Le SBTI, donc comme je disais, c'est le moyen de ce SBTI, c'est Science Based Targets Initiative. Donc c'est un moyen de se fixer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il peut être aligné sur température plus 1,5 degré, donc c'est l'objectif principal de l'accord de Paris. Il peut être aligné sur un objectif température plus 2 degrés, donc il sera un petit peu moins ambitieux, bien entendu. Et une fois qu'on s'est donné comme objectif voilà, de suivre telle trajectoire, on va pouvoir annoncer nos objectifs, donc les partager sur le site du SBTI. Et voilà, le fait de les annoncer, quelque part, engage l'entreprise, bien entendu, à essayer de respecter la trajectoire qu'elle s'est donnée. Et comme je disais, cette trajectoire, la courbe proposée par le SBTI est propre à chacun des secteurs dans lesquels les entreprises peuvent évoluer. Donc, en pratique, comment est-ce que cette trajectoire elle est calculée, enfin proposée par le SBTI? C'est tout simplement le gap entre là où on est aujourd'hui et l'accord qu'on s'est donné, enfin les objectifs plutôt qu'on s'est donnés au moment de l'accord de Paris.
Et donc, voilà, on va tracer quelque part une courbe, voire une droite, entre là où on part et là où il faut qu'on soit à l'horizon 2050, et on va en tirer des objectifs. Et comme je disais, bien entendu, ça dépend des secteurs, c'est modulé par les secteurs dans lesquels évoluent les entreprises. Autre élément enfin important par rapport à cette trajectoire, il y a trois possibilités de calcul. La première, c'est en valeur absolue, et c'est celle la plus recommandée. Mais on pourra nous dire, mais moi je suis en croissance, donc si je réduis mes émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue, ça va me brider dans ma croissance, ou ça ne va pas être cohérent avec mon développement. Donc ça, c'est le deuxième cas. Donc on va rapporter ça, enfin la réduction, rapporter ça à un chiffre d'affaires ou à une unité d'activité. Et puis la dernière approche, c'est la dimension sectorielle que j'évoquais. En fonction des secteurs, la trajectoire ne va pas forcément être la même. Donc voilà, ça c'est une fois qu'on s'est fixé des objectifs, hein, l'idée dans la philosophie du SBTI, on se fixe un objectif, on communique dessus, donc on fait du reporting, on réduit nos émissions, et puis on met à jour de manière annuelle le réaliser. Mais bon, ce qu'on observe aujourd'hui depuis quelques années que le SBTI existe, c'est qu'il y a un gros gap entre la concrétisation de l'objectif que s'est donné l'entreprise. Et en tant que tel, voilà, c'est la question que je pose, est-ce suffisant? C'est là où la deuxième méthode, qui s'appelle acte pas à pas, va beaucoup plus loin, et pour justement mettre en face de cette trajectoire, mettre en face de ces objectifs, un plan d'action ambitieux et qui soit crédible. Voilà, vous avez les 5 grandes étapes de la méthode ACT. J'avance un petit peu parce que je veux qu'on garde du temps sur les questions-réponses. Voilà, ACT, donc c'est un peu plus... c'est une méthode très riche et très complète, hein. Il y a 9 modules voilà, qui sont listés sur la gauche. Il y a 4 niveaux stratégiques. Donc, depuis la gouvernance de l'entreprise, sa stratégie, la gestion de la trajectoire bas carbone et les indicateurs et objectifs de pilotage. Et puis, une méthode qui s'appuie notamment sur 3 outils, un outil stratégique, un outil de compta carbone et un outil de suivi. Autre méthode, donc voilà, acte pas à pas, on est dans la mise en place d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont ambitieux. Après, on va vouloir souhaiter évaluer véritablement l'état dans lequel on est, le chemin parcouru, et communiquer dessus. Donc ça, c'est une méthode qui s'appelle acte évaluation, pareil, qui a été définie par l'ADEME et par le CDP. Et cette évaluation, bien entendu, elle s'appuie, comme on l'a vu déjà, sur les SBTI, hein, sur les trajectoires sectorielles. Enfin, dernière méthode intéressante, permettant cette fois de valoriser ces actions de transition. Donc là, on n'est pas au niveau du plan, mais au niveau individuellement des actions de transition. Et donc, on va les valoriser en fonction de 3 critères. La pertinence de l'action. Donc, pour être plus précis, sa distance par rapport au cœur d'activité. Donc, si une action, c'est d'aller compenser dans une forêt amazonienne, alors que je suis, par exemple, une compagnie aérienne, voilà, on n'est pas vraiment dans le cœur de l'activité. Donc, cette action-là, on ne va pas forcément la valoriser parce qu'elle ne fait pas beaucoup de sens par rapport au cœur d'activité. La contribution réelle de l'action, donc critère d'impact, et l'adéquation également de l'action par rapport à un monde pas carbone, c'est ce qu'on appelle le degré de suffisance. Pour vous donner quelques exemples, voilà, la distance de l'action vis-à-vis de mon cœur d'activité. Si l'action est au cœur de mon activité, c'est tout bon, on va pouvoir la valoriser. Si par contre, la compensation, comme j'évoquais, qui est très loin de mon cœur d'activité, on ne va surtout pas la valoriser parce que c'est du greenwashing. L'efficacité de l'action pour permettre la continuation de l'activité. Donc voilà, on va s'intéresser aux 3 enjeux d'adaptation, de financement et de communication, en se posant les questions qui figurent là sur la gauche de ce tableau. Et la troisième question qu'on va se poser, voilà, c'est par rapport au monde post-carbone ou bas carbone vers lequel il faut véritablement qu'on évolue. C'est cette action-là par rapport à ma stratégie. Est-ce qu'elle me permet effectivement de m'aligner
d'aligner ma vision 2050 pardon, de mon secteur d'activité, ou est-ce qu'au contraire, elle me permet uniquement de respecter la réglementation en vigueur? Donc, bien entendu, le respect de la réglementation en vigueur, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir valoriser, c'est du greenwashing, alors que par contre, si elle me permet véritablement d'aligner la vision 2050 de mon secteur d'activité, celle-ci, on va pouvoir la valoriser. Je vais juste finir, voilà, quelques tips à faire et à ne pas faire, et puis après on passera aux questions-réponses. Donc, à faire et à ne pas faire dans sa transition bas carbone. À faire, voilà, c'est se fixer des objectifs climatiques alignés sur l'accord de Paris qui couvrent l'ensemble des émissions des 3 scopes. Il faut être précis. Il faut préciser aussi comment on va atteindre cet objectif, parce qu'il ne suffit pas de se le fixer, il faut pouvoir le respecter. Et de se fixer donc des objectifs de court et de moyen terme. A contrario, on a dit qu'il fallait faire ça sur les 3 scopes. Donc les 3 scopes, c'est tout ce qui est chaîne de valeur de l'entreprise. Donc voilà, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux sans impliquer ses fournisseurs. Donc c'est à la fois montrer à ses fournisseurs que vous avez des attentes élevées. Vous faites du carbone un critère déterminant dans votre politique d'achat. Vous allez privilégier des fournisseurs qui ont une trajectoire sérieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, co-construire avec eux des solutions bas carbone, parce qu'il ne suffit pas de leur imposer des critères si vous ne les aidez pas un minimum à identifier les actions qui vont leur permettre de réduire leurs émissions. Et puis, il faut également s'interdire de continuer de travailler avec des fournisseurs qui ne font pas d'efforts. Voilà, on est vraiment dans les politiques d'achat responsable, mais également dans la co-construction une véritable relation de partenariat avec vos partenaires pour construire un plan de transition qui soit ambitieux et qui couvre toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Voilà, à faire, à ne pas faire. La première chose à faire aussi, c'est de s'assurer que son modèle d'affaires est aligné sur une économie bas carbone. Voilà, je reprends ma compagnie aérienne. Je ne suis pas sûr que ma compagnie aérienne, il y a eu un très bon rapport qui a été fait là par le Shift Project et par Aérodécarbo, qu'on pourra garder le même périmètre de transport aérien que l'on a aujourd'hui. On peut prendre l'exemple dans ce cadre-là de l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas qui a annoncé, pour des raisons climatiques, enfin de lutte contre le réchauffement climatique, qu'ils allaient réduire le nombre de 10%. Je n'ai plus la date, mais c'est assez court terme. Ils allaient réduire de 10% le nombre de vols au départ de Schiphol. Et clairement, on ne peut pas respecter l'accord de Paris si on garde le même nombre de vols. L'aérien, c'est un secteur comme un autre, ce n'est pas le seul. Voilà, on peut prendre l'exemple sur la compatibilité de mon modèle d'affaires avec une économie bas carbone. Je suis une entreprise de fonderie. Je fabrique des moteurs thermiques. Voilà, pour l'automobile. À partir de demain ou en 2035, on ne vendra plus de voitures à moteur thermique. Voilà, quelle va être ma place dans ce monde post-carbone? Donc, il est important de se réinventer en mettant en œuvre une stratégie et surtout un modèle d'affaires qui soit compatible avec ce monde post-carbone. On va arrêter les offres qui sont carbone intensives et pour au contraire développer des nouvelles offres qui sont faiblement carbonées et même qui vont aider aussi nos clients à décarboner eux-mêmes leur propre chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va se pencher sur ces actifs. Voilà, que vont-ils devenir dans une économie bas carbone? Il faut bien voir que certains nombre de ces actifs vont se déprécier. Si je reprends l'exemple de notre compagnie aérienne, voilà, si à partir du moment où voler en 2050, ça veut dire voler 2 fois moins qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, ça va être un impact sur le tourisme de masse, bien entendu, mais surtout sur les avions que j'aurais achetés. Et ils vont se déprécier à partir du moment où ils ne voleront plus dans quelques années. Donc, tout ça, c'est des choses qui s'anticipent. Et puis, il faut également investir, par contre, dans des actifs qui sont décisifs pour prospérer dans une économie bas carbone. À faire et à ne pas faire en matière de communication. Donc voilà, à ne pas faire, c'est du greenwashing. Donc, en étant imprécis et incorrect, c'est d'éviter les formulations fourre-tout. Voilà, 0 impact carbone, 100% compensé. N'oubliez pas, c'est ce que j'avais dit partagé dans le premier web lunch.
voilà, la neutralité carbone, elle ne s'applique qu'à l'échelle planétaire. Elle ne peut pas s'appliquer à l'échelle d'une entreprise, d'un territoire ou d'un individu. Donc voilà, il faut éviter toutes ces formulations-là. C'est du greenwashing. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la loi a changé en début d'année 2023 qui impose pour les entreprises qui souhaiteraient encore continuer de s'appuyer sur de telles affirmations, de prouver effectivement en quoi elles respectent ces obligations-là. Et ce n'est pas uniquement en décidant de financer des arbres à l'autre bout du monde, d'autant plus que les arbres en question, avec le réchauffement climatique, ils vont brûler beaucoup plus facilement. Donc, quand on se relèvera quelques années après, il n'y aura plus d'arbres et nos émissions seront toujours là. Donc, c'est pour ça que l'important, c'est de réduire ces émissions. Et alors, comment bien communiquer? Voilà, c'est être très précis. On peut dire mon entreprise est engagée vers la neutralité carbone planétaire. Après, il faut le prouver. Donc, la décarbonation, vous avez 2 exemples. La décarbonation de nos activités a permis de réduire de tant de pourcents notre empreinte carbone, soit l'équivalent de tant de millions de tonnes de CO2 équivalent entre l'année X et l'année Y. On peut éventuellement rapporter ça, bien entendu, à un produit ou à une unité de produits vendus. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour donc, de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, Alain. Du coup, je partage un petit peu dans l'ordre d'arrivée les différentes questions. Donc, on a une question de Pépé Dumont. Donc, cela paraît compliqué de mesurer le scope 3. Oui et non. On a parlé de notion d'incertitude, etc. Si je prends l'exemple dans le scope 3 des trajets domicile, travail des collaborateurs, on ira faire une enquête pour savoir s'ils viennent au bureau, à combien de kilomètres et puis quel type de mode de transport ils utilisent. Quand on s'intéresse à la fin de vie des produits qu'on vend, voilà, on va trouver les données d'activité liées au traitement des déchets, est-ce qu'ils sont valorisés d'un point de vue énergétique, est-ce qu'ils peuvent être réutilisés d'une autre manière. Donc, ce n'est pas forcément très aisé, mais c'est possible, et avec des degrés d'incertitude limités. Merci beaucoup, Alain. On a une question de Sarah M. Comment identifier des sources fiables de facteurs d'émission? Il y a quantité de données. Moi, je pourrais partager, si ça vous intéresse, un petit récapitulatif des bases dans lesquelles on va trouver des facteurs d'émission. La première base, c'est déjà la base empreinte ou la base carbone, dont on avait parlé, je pense, la première fois, qui est la base carbone de l'ADEME. Mais il y a en effet quantité de procédés, par exemple, industriels qui ne figurent pas dans cette base carbone. Des procédés liés à la chimie, par exemple, ou autres. Ça, on va aller les chercher dans une base qui s'appelle EcoInvent, qui est une base utilisée pour la CV. Voilà, il y a des dizaines de bases dans lesquelles qu'on peut aller explorer pour trouver tel ou tel facteur d'émission. Super. Du coup, on pourra partager ces éléments dans le mail post-webinaire. Oui, il n'y a pas de problème, tu me le rappelleras. Oui. Ok, super. On a une question de Arnaud Cartini. Donc, merci déjà pour le webinaire. Question concernant la partie plus réglementaire. Quelles sont les obligations des entreprises vis-à-vis du bilan carbone? Exemple, le bilan carbone est-il obligatoire à partir de quelle taille d'entreprise? Alors, je vous invite à vous replonger dans la première partie de ce webinaire. On avait abordé ce sujet-là. Pour répondre à la question, néanmoins rapidement, aujourd'hui, les entreprises soumises à des PEF, donc plus de 500 collaborateurs, ont l'obligation de réaliser un BGS tous les 4 ans. BGS réglementaire, mais donc c'est la même chose que le bilan carbone aujourd'hui. Et par contre, ce plancher-là, plus de 500 collaborateurs, ou ce plafond, plus de 500 collaborateurs, va baisser, étant donné qu'avec la CSRD, donc, qui est l'équivalent européen de la DPEF, qui arrive 2024, eh bien, ce plafond-là va passer aux entreprises de 250 salariés. Et dernière remarque, aujourd'hui, les entreprises qui n'ont pas une obligation légale, donc typiquement les TPE ou les PME,
peuvent utiliser un dispositif très incitatif proposé par par BPI France, qui s'appelle le Diag Décarbone Action, et dans le cadre qui permet de faire donc un bilan carbone. Et dans le cadre de ce dispositif, BPI France prend en charge 40 ou 60% du coût de ce bilan carbone. Donc ça revient pour une TPE typiquement, ou une petite PME, à un bilan carbone à 4 000 €. Donc ce qui est, alors que le prix d'un bilan carbone, il peut varier entre 10 et 20 000 €. Merci beaucoup, Alain. Une nouvelle question. Quelle est la marge d'erreur sur le total des émissions calculées? J'imagine que cette marge d'erreur dépend du secteur d'activité. Elle dépend en effet du secteur d'activité, de la chaîne de valeur. Elle dépend aussi suivant les postes. Il y a des postes, voilà, si on prend les énergies, enfin les émissions directes liées à l'énergie, bah là, les marges d'erreur sont relativement faibles. Voilà, si on s'intéresse à la fin de vie ou au secteur du numérique, là, on va avoir des incertitudes supérieures. Merci beaucoup. Donc, une question de Sarah M. Intéressant, donc ça, c'était plutôt une remarque. Donc, il est intéressant de voir le poids des scopes 3 dans le bilan carbone des entreprises. C'était pendant l'exercice, le petit jeu. Ensuite, la question de Sophie. Les scénarios de l'IEA sont-ils disponibles en libre accès? Oui, autant que je sache. Donc l'IEA, c'est l'agence internationale de l'énergie. Oui, il y a également les scénarios de l'ADEME. L'ADEME a sorti 4 scénarios 2050 que je vous invite à consulter également. Bien entendu, quand on parle de scénarios ou de scénarii, ils dépendent totalement des hypothèses qui ont été prises par les gens qui ont développé ces scénarios. Donc, il faut non seulement regarder le scénario, mais surtout les hypothèses qui ont été prises. Okay, super. On a une question de Florian L. La méthode acte pas à pas fonctionne-t-elle avec tous les secteurs ou seulement certains secteurs les plus carbonés? Alors, non, c'est tous les secteurs. Alors, il y a une quinzaine de secteurs aujourd'hui pour lesquels il y a des tableurs particuliers, enfin voilà, qui sont plus particulièrement définis. Comme j'ai dit, les trajectoires sont sectorielles. Et pour les entreprises qui ne sont pas dans ces 15 secteurs, il y a une méthode acte pas à pas générique. D'accord. Prochaine question. Donc, Antoine Gatignol, durée et coût des formations pour maîtriser ces outils. La méthode bilan carbone, c'est relativement court. C'est l'IFC, l'Institut de formation carbone, qui dispense ces formations-là. Et donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau introduction à la méthode bilan carbone, et ça dure 2 jours de mémoire. Et il y a un niveau maîtrise de la méthode bilan carbone, et là, c'est 2 jours de plus. Si on prend une méthode bien plus poussée, bien plus ambitieuse, mais il faut avoir fait, bien entendu, le bilan carbone au préalable. Donc, une méthode comme acte pas à pas, là, c'est 4 demi-journées. Donc, toutes ces formations-là ne sont pas forcément très longues en termes de nombre de jours. Bien entendu, il faut y aller dans le bon sens, et parce que leur niveau de complexité dépend de l'expérience passée de l'apprenant. Merci, Alain. On a M. Derek, désolée si j'écorche un petit peu les noms et prénoms. Donc, quel prix peut coûter la mise en œuvre de cette démarche dans une entreprise? Faut-il une personne spécifiquement dédiée à cela? Alors, un bilan carbone, bah, si on prend le benchmark, enfin le cadre défini par la BPI, donc pour une TPE de moins de 500 collaborateurs, l'estimation, enfin la BPI a calé son dispositif sur 12 jours de charge, 10 000 €, 12 jours de charge. Pour une entreprise voilà, de taille plus importante, ça va dépendre bien entendu de la complexité de l'entreprise, du nombre de sites, du nombre d'activités, de filiales, etc. Et là, on peut aller au-delà, 15 000, 20 000 €, voire 30 000 € pour des travaux d'entreprise. Et en termes de charge, la charge la plus importante, c'est pendant la phase de collecte. Donc là, pendant cette phase de collecte de données, il faut obligatoirement qu'il y ait un demi-ETP à peu près. Donc c'est 2 à 3 jours par semaine pour travailler sur cette collecte pendant cette période de 2 à 4 mois. Le reste du projet
Donc la phase, je ne parle pas des points d'étape, de la réunion de lancement, des réunions de restitution, mais le reste, c'est le plan de transition. Et là, dans le plan de transition, qui est un peu plus court, enfin, il est mis en œuvre en un mois ou deux, ce plan de transition, il doit être co-construit. Donc, il faut à minima qu'il y ait une réunion d'une demi-journée chaque semaine pendant la durée de réalisation de ce plan de transition. Merci Alain. On a une question de Sarama. Le bilan carbone propose-t-il une méthodologie d'analyse de vie des produits comme le fait le GHG Protocol? Je ne sais pas exactement comment interpréter cette question-là. Comme on l'a vu, donc le bilan carbone intègre à la fois la fabrication des produits, c'est en amont des produits fabriqués par l'entreprise, et puis leur utilisation et leur fin de vie. Donc on a vraiment une approche en cycle de vie. Par contre, on est monocritère, on s'intéresse uniquement au carbone, mais comme le GHG protocole, par opposition à la méthode qui s'appelle analyse de cycle de vie, où là, on s'intéresse donc en effet à toutes les phases amont et aval, mais on est surtout multicritère d'impact, donc le carbone étant, le réchauffement climatique étant un des critères, mais on va trouver l'eutrophisation de l'eau, on va trouver les ressources abiotiques. Ressources abiotiques, c'est les ressources naturelles consommées. Voilà, on va trouver une quinzaine de critères d'impact et pas uniquement le carbone. Mais ça, c'est la méthode analyse de cycle de vie qui est nécessaire pour éco-concevoir ces produits. On a une question de Iman. Est-ce qu'il existe des solutions qui permettent d'automatiser les bilans carbone? Des solutions, elles existent, mais ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, ces solutions-là, elles se branchent sur les flux bancaires de l'entreprise, voire les flux comptables dans quelques cas. Comme on l'a vu tout à l'heure quand j'ai évoqué la fiabilité des données, plutôt le degré d'incertitude, si on veut avoir un bilan carbone qui serve à quelque chose, quand je dis servir à quelque chose, ce n'est pas uniquement de proposer des beaux camemberts qui disent où sont les émissions, mais c'est vraiment mettre en place un plan de transition qui soit crédible. Notre objectif, c'est de réduire nos émissions pour essayer de garder notre planète habitable autant que faire se peut, enfin en tout cas de limiter la hausse de la température. Dans un flux monétaire, dans un flux bancaire, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure de notre... on va trouver la facture d'achat de carburant dans une pompe, une station-service. Je ne vais pas trouver dans mes flux bancaires la quantité de pétrole qui a été achetée, enfin de carburant plutôt qui a été acheté, ni la consommation de la voiture, etc., etc. Donc, ce type de bilan carbone ne sert strictement à rien. Il vous sert uniquement à dépenser de l'argent, parce que derrière, vous êtes obligé de faire un vrai bilan carbone à quelqu'un qui vous fera un travail sérieux. Il y a d'ailleurs une tribune, mais que je pourrais vous partager, de l'ABC, qui dit que voilà, les bilans carbone en un clic, c'est comme ça qu'on peut caractériser les solutions automatiques évoquées. Voilà, un bilan carbone en un clic n'existe pas. Il y a pas mal de réactions autour de ce sujet, mais on pourra les remonter si on a encore un peu de temps. On a une question de Timothée. Comment combiner, arbitrer entre résultat du bilan carbone et de la CV, analyse cycle de vie? Comment dire, le bilan carbone, c'est pour une organisation, une entreprise qui, dans ses activités, a des activités liées à la fabrication de ses produits ou à leur fin de vie, mais elle a d'autres activités, voilà, comme on l'a vu, les transports professionnels, les déplacements domicile-travail, les immobilisations, etc. Dans le cadre d'une analyse de cycle de vie, là, on va pas s'intéresser, on va s'intéresser au cycle de vie d'un produit. Donc, comme on dit, du berceau à la tombe. On peut le faire sur des cycles de vie, enfin des étapes du cycle de vie plus courtes. Typiquement, on trouve aussi dans certains cas, surtout quand on est fournisseur d'un donneur d'ordre, là on va faire des analyses de cycle de vie du berceau à la porte de l'usine, par exemple.
Donc voilà, donc les deux ont des finalités différentes. Le bilan carbone sert à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, d'une entreprise. L'analyse de cycle de vie sert à éco-concevoir des produits plus vertueux et à mettre sur le marché des produits plus vertueux. Merci beaucoup, Alain. Donc, il est 13h30. On a encore 2-3 questions. Est-ce que c'est OK de prendre 2-3 minutes pour finaliser ou bien on remontera ça par mail? Moi, pour ma part, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Donc, je me permets donc de rajouter les quelques dernières questions. Donc, le cadre réglementaire évoluant très vite dans ce domaine, comment rester au courant des dernières évolutions en matière d'analyse de l'empreinte carbone? Le cadre réglementaire évolue pas si vite que ça. Le premier BGS réglementaire, il a un peu plus d'une dizaine d'années. Là, il a connu une évolution importante en début de cette année, étant donné que maintenant, pour les entreprises donc, soumises à des PEF, il faut faire les 3 scopes, alors qu'avant, dans le BGS réglementaire, il n'y avait pas d'obligation de faire le scope 3. Bon, il va y avoir une évolution l'année prochaine avec la CSRD. Donc là, c'est le seuil qui va baisser. Mais bon, le cadre réglementaire évolue pas aussi vite que ça. Par contre, ce qui évolue très rapidement, ça va être les facteurs d'émission, les bases de données dans lesquelles on va chercher des données pour calculer son bilan carbone. Tous les jours, il y a des nouveaux facteurs d'émission qui sont proposés et qui permettent d'aller plus loin dans la réalisation de ce bilan. Merci Alain. On a donc la taxonomie et le bilan carbone. Y a-t-il un lien? C'est une question de Gaël. Un lien très, très indirect. La taxonomie européenne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une classification des produits, disons des produits en simplifiant, ou des activités par l'Union européenne pour dire lesquelles sont vertueuses ou lesquelles sont moins vertueuses. On peut prendre l'exemple sur les énergies. Les énergies renouvelables, donc l'éolien, le photovoltaïque sont considérées comme vertueuses, donc font partie de la bonne classe de la taxonomie concernant les énergies. Le nucléaire et le gaz sont moins vertueux, et puis le pétrole, bien entendu, tout pétrole et autres sont encore moins vertueux. Enfin, si je cite le nucléaire et le gaz, c'est parce qu'il y a une petite discussion entre l'Allemagne et la France. Voilà, les Allemands sont très dépendants du gaz, les Français du nucléaire. Donc les Allemands ont essayé ou les Français, chacun de leur côté, je ne jette pas la pierre à l'un ou à l'autre, mais donc les Allemands ont poussé pour que le gaz soit considéré comme vertueux, autant que faire se peut, au moins de manière transitoire, et les Français ont poussé pour que le nucléaire puisse être considéré comme vertueux aussi. Donc voilà, donc à quoi sert la taxonomie une fois qu'on a classé les produits ou les activités? Ça sert ni plus ni moins à guider les acteurs, notamment financiers, à investir dans tel et tel secteur par opposition à tel et tel autre secteur. Merci Alain. Je pense que ce sera peut-être la dernière question. On a le bilan carbone doit-il être réalisé par un cabinet externe à l'entreprise ou réalisé en interne aussi? Je suppose qu'il est recommandé que ce soit fait par un acteur externe. Non, non, pas du tout. Je connais pas mal d'entreprises, notamment des grandes, où la réalisation du bilan carbone est internalisée. Des collaborateurs se sont formés à la méthode bilan carbone et donc ils réalisent ça en interne. Ce qui est sûr, par contre, c'est que dans un cabinet, il y aura plus d'expérience. Voilà, mais même un cabinet qui réalise son premier bilan carbone, il est au même niveau que l'entreprise qui réalise son premier bilan carbone. Super. Il y a deux questions qui sont peut-être plus techniques. Alain, je te les partagerai. On pourra faire un retour directement aux concernés. Ça vous va? Parfait. Super. Un grand merci pour le webinaire. Je vais vous partager rapidement le lien du questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez vraiment le compléter, ça nous aidera pour la suite, pour pouvoir continuer ce format-là. N'hésitez pas à nous partager tous vos retours.
Et encore une fois, un grand merci à tous. Et merci On peut Alain. peut-être faire une petite photo avant que tout le monde nous quitte. Si jamais ça vous va, on peut activer nos caméras, faire une petite photo qu'on relaiera avec grand plaisir sur nos réseaux. Merci Manon. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train d'activer la caméra, c'est gentil. On fait un grand sourire et je prends une photo. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne Merci à journée, vous. bonne journée à toutes et tous. Bon Merci après-midi. Alain. Bon À bientôt. après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi.